Bienvenue dans Radio Vestiaire, le premier podcast qui déshabille les pros du fitness. Notre but, c'est de leur faire dire tout haut ce qui se dit tout bas. Salaire, loyer, conditions de travail, turnover, formation, rétention des talents. Tous les sujets qui animent les coachs sportifs, les salles de sport et par ricochet leurs adhérents sont à l'affiche de cette série sans tabou, destinée à faire tomber les clichés et à apporter de la transparence. Notre but, parler pour rassembler, pour faciliter les relations au quotidien de ces acteurs qui œuvrent pour un même but, la santé physique et mentale du plus grand nombre. Aujourd'hui, pour Radio Vestiaire, je reçois Anaïs Lerdon. Salut Anaïs. Hello. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Merci, très bien. Très contente de commencer ce podcast avec toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Alors, je suis Anaïs. Ça fait, on va dire 18 ans que je suis dans le métier du fitness. J'ai commencé très très jeune, j'avais 18 ans. Et puis, j'ai eu en fait un parcours de vie un peu atypique. J'ai repris des études en sport, un bachelor notamment. Et puis, je suis repartie ensuite sur un métier de thérapeute, énergéticienne. J'ai fait un diplôme de sophrologie que je viens de finaliser. Et là, je suis dans la réflexologie également. Voilà. Donc, je fais aussi du personal training et je combine cours collectifs, personal training et thérapie. Top. Tu exerces où ? Je suis beaucoup sur Lausanne, région Neuchâtel, essentiellement. Après, ça m'arrive d'aller un peu plus loin, du côté de Genève et compagnie, même Fribourg, Bulle. Je bouge un peu, même beaucoup. Ton emploi du temps, du coup, se répartit comment entre le fitness, ton activité de thérapie ? Alors, je fais beaucoup plus de fitness. Je crois à ce jour que j'ai à peu près 17 cours par semaine. Ok. Donc essentiellement c'est ça, je fais en moyenne 4 cours par jour à peu près. Et puis la thérapie, ça va, ça vient. C'est pour l'instant en fait je ne me suis pas vraiment encore lancée là-dedans, je commence petit à petit. Donc je fais pas mal de séances à distance en tant qu'énergéticienne. Et puis j'ai commencé un peu la réflexo et la sophro. Mais c'est pas ce qui me permet de vivre. Ok, pas encore, mais c'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif de trouver un meilleur équilibre entre le fitness et la partie thérapie. Ok, donc tu veux continuer toujours le fitness, c'est pas un switch complet ? Non, parce que ça reste ma passion. J'ai commencé là-dedans et c'est un métier passion de toute façon. Donc pour faire ce métier, il faut être passionné. Et pour durer dans ce métier, il faut être passionné. Si tu ne l'es pas, tu ne dures pas. Donc ouais, non, je veux toujours garder ça parce que ça a changé ma vie à une certaine période de ma vie et j'ai envie d'apporter ce que ça m'a apporté au final. Super projet. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer, ou en tout cas à essayer de faire cette conversion vers la thérapie ou ce complément de formation ? En fait, à vrai dire, c'est la période qu'on a eue avec les fermetures de clubs où on s'est retrouvés à la maison à devoir essayer de gérer nos journées à rien faire. Et que du coup, j'ai eu En fait, ça a été 2020, je pense que ça a été à la fois ma pire année et ma meilleure année. Dans le sens où la pire, c'est parce qu'elle m'a confrontée à plein de peurs. Il y a plein de choses qui sont remontées, en fait, des peurs, des blocages, des croyances. Et en même temps, j'ai réussi en fait, à avoir ce retour sur moi, à mieux apprendre à me connaître et me dire, mais ce que tu fais là, c'est pas totalement ta place. Et je suis partie dans le yoga parce que je suis instructrice yoga. J'ai profité de me former en yoga dernièrement aussi. Et je pense que ça m'a ouvert sur pas mal de choses. Et la thérapie, j'ai toujours été dedans depuis petite. Je l'avais oubliée. Et puis j'y suis revenue. Après, il y a aussi, je pense, j'ai été blessée. J'ai fait une grosse entorse l'année dernière. Et en fait, mon corps, il me lance des alertes. Il n'arrête pas de me dire, t'en fais trop, tu donnes trop de cours. Donc voilà, c'est vraiment trouver cette balance. Je pense que ça me sera plus que bénéfique. Et je pourrais être encore mieux apporter de choses aux gens, en fait, au final. Parce que je ne serai pas épuisée. Top. Voilà. Super intéressant. On discutait tout à l'heure de l'objectif de ce podcast. Je t'ai fait écouter notre bande-annonce qui du coup est apparu en intro du podcast et qui dit que notre but à nous c'est de lever les clichés, de parler des tabous et t'as réagi de manière assez directe quand t'as entendu ça et j'ai trouvé ça très chouette. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'as réagi, c'était quoi ton premier sentiment et puis pourquoi ? C'est sûr que les sujets qui sont dans ton teaser sont quand même des sujets dont les gens parlent beaucoup entre eux. Mais parfois, ils n'osent pas
comportement face à certaines personnes, parce qu'ils ont peur. Donc je parle notamment peut-être du salaire ou de la manière de manager ou des choses comme ça, la manière d'être reconnu. Je pense que la reconnaissance dans ce métier, des fois, c'est un peu compliqué quand même. Mais c'est pas de faire des généralités, parce que même si on peut très bien prendre une grande chaîne de fitness, étant donné qu'il y a plusieurs clubs, eh ben, c'est aussi chaque manager qui apporte quelque chose de différent. Il y a des managers avec qui tu peux parler, et il y a des managers avec qui c'est plus compliqué, tout simplement. On parlait du coup du tabou, et tu l'as redit même toi, tu as dit oui, ce sont des sujets qui sont très tabous. Pourquoi, à ton avis, autant ? C'est tabou parce que, en fait, je pense qu'à la base, l'histoire de la rémunération, du salaire, ça a toujours été un peu compliqué dans ce métier-là, parce qu'il n'y a pas de... Comme on en parlait, c'est qu'il n'y a pas d'échelonnage, comme dans d'autres entreprises où quand tu commences, tu as tel salaire de base. Quand tu as un peu plus d'expérience, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, tu as un salaire qui augmente, en fait aussi en fonction de ton investissement, de ton expérience, des formations continues que tu peux suivre. Dans ce métier-là, il n'y en a pas. Et des fois, en fait, le salaire, il est un petit peu, à la tête, quoi. Il est un peu... tiens, lui, il a fait tant d'années de freestyle, il a été champion de freestyle, ou j'en sais rien, on va vraiment gonfler, en fait, son salaire. Et d'autres personnes qui, peut-être, s'investissent, beaucoup, font des formations, se payent des formations, et puis elles, on ne les payera pas parce qu'elles ont moins de notoriété. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins compétentes. Et c'est justement peut-être cette manière de gérer le salaire, cette manière de ne pas avoir de règles établies comme dans d'autres entreprises, où tu as ce rapport avec l'ancienneté, où plus tu es longtemps dans l'entreprise et plus tu prends de l'âge et de l'expérience, et plus tu es mieux payé, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas dans le milieu, et même au sein d'une grande chaîne, par exemple, on pourrait imaginer que les critères de notation et d'évaluation des coachs soient harmonisés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas le cas ? Je sais pas que je sache. Après, je suis pas dans les bureaux et tout ça. Après, c'est vraiment mon expérience personnelle. Mais sincèrement, j'ai pas l'impression. Toi, tu l'as déjà vécu, des incompréhensions face à un salaire qu'on te propose ? Oui. Et en fait, c'est même pas des fois moi qui me révolte ou qui est surprise. Peut-être parce que j'ai appris à me dire, bon, c'est bon, accepte. Mais c'est souvent les instructeurs que je forme qui me disent, mais t'es payé combien ? Et puis quand je donne le montant que je suis payée au cours, ils me disent, mais attends, mais moi je gagne la même chose, ou oh, tu gagnes juste 5 francs plus que moi alors que t'es formatrice. Donc oui, en fait c'est plus la surprise qui vient des autres. Et moi j'ai peut-être appris à accepter. En fait c'est plus de la résignation, je crois. Je suis un peu résignée. Ok, ça veut dire que tu dis jamais non ? Alors, pendant très longtemps, je disais jamais non. Ok. Je commence à apprendre à dire non maintenant. Il m'en fallait du temps, mais... Ça veut dire que même après 18 ans d'expérience et probablement beaucoup de cours à ton actif, et tu l'as dit, 17 cours par semaine, c'est énorme ce que tu donnes, tu te permets pas encore d'en refuser ? Difficilement. Ok. Je pense que c'est de nouveau cette période qu'on a eue avec le Covid qui m'a mis en pleine face, Anaïs. C'est peut-être le moment maintenant de poser des limites, de t'écouter davantage, de dire non, ça me plaît pas, non, j'ai pas envie d'aller là. Et ouais. C'est intéressant parce que ça questionne le rapport de force, et on en parlait aussi avant. Nous, quand on discute avec les salles, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément l'impression d'avoir 200 coachs qui attendent devant leur porte. Et pourtant, quand on discute avec les coachs, t'es pas du tout la seule à avoir ce discours-là qui dit moi je veux bosser, donc je dis pas non. À ton avis, aujourd'hui, qui tient le rapport de force ? Les salles ou les coachs ? Pour moi, c'est plus les salles. Même si eux, ils n'ont pas l'impression d'avoir ce pouvoir-là, pour moi, oui, ça reste les salles.
Et tu penses que ça, pour tous les types de postes, c'est-à-dire, toi, tu es indépendante, donc tu interviens dans plusieurs salles, quelques heures par semaine, et il y a aussi des gens qui sont employés à temps plein et qui donnent pas mal de cours. Est-ce que tu penses que le rapport de force, il est le même, que tu sois indépendante ou que tu sois employée ? Alors, les indépendants, moi je suis pas totalement indépendante. J'ai un statut d'indépendante pour le personal training et pour la thérapie. Je suis auxiliaire fixe dans les clubs pour donner mes cours. Mais je sais qu'il y a des indépendants qui sont dans les clubs, eux ils peuvent facturer un peu plus. Alors que moi je suis à un tarif que la chaîne décide ou le club décide de me payer en fait. C'est quoi la différence pour eux, et puis pour expliquer aussi aux jeunes coachs qui nous écoutent, entre un auxiliaire fixe, qui est quand même payé à l'heure, un indépendant et un employé ? L'indépendant, il peut se permettre, entre guillemets, de facturer plus, mais c'est parce qu'il a les charges qui sont aussi à sa charge. Donc, du coup, il est obligé d'avoir une petite marge supplémentaire. Parce qu'il a donc sa propre entreprise, entre guillemets, il doit payer ses taxes, etc. Exact. L'auxiliaire fixe, il y a tout ce qui est... il y a des choses qui sont prises en charge par l'entreprise, en partie, en pourcentage bien sûr, mais on a un salaire qui est du coup un peu moindre qu'un indépendant. Mais on peut toujours essayer de négocier. Souvent, c'est plus, on va dire, les managers qui vont dire « Attends, ça fait tant de temps qu'elle est là, on pourrait essayer de l'augmenter de temps. » Ou, par exemple, il y a des clubs où j'interviens du côté de Bulle. Vraiment, ils m'ont pas supplié, mais ils m'ont dit « Anaïs, ce serait vraiment cool que tu viennes donner cours chez nous. On te paye un peu plus. Comme ça fait un peu le trajet. » Et moi, je donnais déjà cours ailleurs sur Lausanne, mais j'étais tellement peu considérée que, en fait, j'ai préféré me dire tu vas te taper un peu plus d'heures de route, mais tu vas aller dans un club où ils ont envie que tu sois là, en fait. Donc, il y a toujours un peu moyen aussi dans ce cas de figure d'auxiliaire de cours. Après, une personne qui a un salaire fixe et dont les cours sont compris dans son salaire, là c'est un peu compliqué quand même, parce que ça veut dire que son cours en fait il est payé que dalle. Combien ? Alors franchement je sais pas du tout, sincèrement, mais je pense que ça doit être quoi, à hauteur de 25 francs, quelque chose comme ça, ou peut-être 30 francs, je sais pas, puisque c'est compris dans leur salaire. Et je crois que sur un 100%, un 45 heures, ils doivent avoir un minimum de cours en fait compris dans leur semaine. Mais au final, si tu calcules, j'ai jamais vraiment fait le calcul en fait. D'ailleurs, je me demande ce que ça doit être, mais clairement qu'ils sont moins payés pour donner un cours qu'une personne qui intervient en tant qu'auxiliaire, qui vient juste pour donner son cours et après qui repart. Tandis que si tu fais du plateau, de l'accueil et des cours co, et que c'est compris dans un salaire fixe, là ça coûte un peu moins cher le cours en fait pour le club. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils poussent un peu à la polyvalence maintenant et qu'ils prennent de plus en plus de personnes qui ont un poste polyvalent et qui se délestent de la masse salariale avec des auxiliaires. Ok, parce que quand tu disais en auxiliaire, on va nous payer un peu moins, ça peut être quoi la différence par exemple entre un auxiliaire et un indépendant ? Sincèrement, je sais qu'il y a des personnes qui étaient indépendantes qui facturaient 100 francs en cours, je pense. Ok. Certains 80, certains 120, je pense, même un peu plus. Et du coup, là, quand tu es auxiliaire, en général, en moyenne, tu es payé entre 40 et 60 francs. Ok. Brut, pas net. Donc la différence est assez importante. Tu peux facilement passer du simple au double, en fait. Ok. Tu parlais aussi tout à l'heure du paiement au cours, oui, mais de tout le travail qui est à côté. Ça représente quoi pour préparer un cours, pour venir à un cours ? Alors après, ça va dépendre du type de cours. Parce qu'il y a les cours freestyle, il y a les cours les mix, il y a les cours signature dans certains clubs. Et les cours signature, ça s'apparente aussi un peu aux les mills, parce que ça reste du pré-chorégraphié.
Donc, en fait, ça va dépendre aussi de la vitesse d'apprentissage de l'instructeur. Là, vraiment, je parle que du chorégraphié, où tu dois apprendre tes chorégraphies en fait chez toi. Et franchement, sincèrement, ça prend facilement 1, 2 heures, 3 heures pour apprendre. Après, ça dépend de l'expérience. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je donne un cours de body balance, je l'apprends en 1 heure, 1 heure et demie, c'est calé. Mais quelqu'un qui démarre, il met 1 heure peut-être pour apprendre 2 chansons. Donc il y a vraiment énormément de travail à la maison, en amont. Mais sur du freestyle aussi, surtout quand on démarre. Et ça dépend après du cours freestyle. Si c'est un cours, un aérodance, un step freestyle, ça prend plus de temps qu'un cours de cuisse abdos fessiers ou de body sculpt. Mais si on veut bien faire les choses, on prépare en amont son cours. Surtout quand on débute dans le métier. Après, quand on a les acquis, l'expérience, on peut, entre guillemets, un peu plus se permettre d'avoir un fil rouge dans la tête. Voilà, je veux faire ça, je veux focaliser sur tel groupe musculaire. Et puis arriver un peu freestyle, quoi. Et réussir à donner les exercices sur le moment. Mais ça demande en fait une maîtrise de plein d'autres choses. Une maîtrise technique, une maîtrise en termes de pédagogie, une maîtrise avec la musique. Et ça aussi, en fait, c'est des heures et des heures de travail pour certaines personnes. Et ça, c'est des heures qui aujourd'hui ne sont pas du tout considérées dans le métier. Non, clairement pas. Est-ce qu'il y a des formations qui sont prises en charge parfois par les clubs ? Oui. Ou prises en charge, ou en tout cas, il y a des partenariats qui font qu'il y a des formations qui coûtent moins cher aux personnes qui veulent être stagiaires sur une formation Les Mills, par exemple. C'est quoi l'avantage du coup pour un prof de cours co de se diversifier, parce que ça lui fait à chaque fois 10 fois plus de travail pour apprendre des nouveaux types de cours. Est-ce qu'on peut être spécialisé ? Oui, clairement. Après, moi, c'est en formation, comme je forme aussi chez FitzPro, c'est ce que je leur dis quand je les ai en formation. J'ai dit, vous diversifier, être polyvalent, c'est bien, mais attention, parce qu'à trop vouloir faire plein de choses en même temps, vous perdez en qualité, en fait. Et vaut mieux en faire moins, mais être très bon dans ce que vous faites, que d'en faire beaucoup et d'être médiocre, tout simplement. Toi, tu formes du coup aussi chez FitzPro, oui. Donc qui est l'école à Versoix. Qu'est-ce que tu ressens à la fois du côté des élèves et du côté de l'école dans la perception des cours collectifs aujourd'hui dans le fitness ? Alors, comme je l'ai dit, c'est vrai que les cours collectifs, à un moment donné, ils ont un peu perdu... il y a eu un peu une perte de vitesse pour les cours co. Ça commence à être reboosté parce que l'image même, je ne sais pas si les personnes qui écoutent ont peut-être pris des renseignements sur l'école de FitzPro, mais même en termes de marketing, il y a vraiment une refonte au niveau de l'image, les photos, les publicités. Il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique, un peu plus jeune. Et ils ont mis en fait l'accent autant sur la partie fitness trainer, personal trainer, que sur le côté cours collectif. Après, on a Virginie Garnier qui a repris en fait les rênes de la partie Les Smiths, entre autres, parce qu'elle gère aussi quand même un peu tout ce qui est un peu cours co, et après en intervention dans les clubs avec les managers pour les gestions de cours collectifs. Et elle, pareil, elle a remis une dynamique qui avait déjà été amorcée avant avec Morgane, mais c'est vrai qu'elle a mis une impulsion encore un peu plus importante qui fait qu'il y a de nouveau une image plus attractive du cours collectif. Mais c'est vrai que quand on est en formation et qu'on a des jeunes stagiaires, moi je fais toujours un peu un tour de table au démarrage et je leur dis pourquoi t'es là ? Parce que moi je m'occupe vraiment que du pôle cours collectif. Et beaucoup me disent parce que si je viens pas, j'ai pas de travail. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois polyvalent pour être engagée. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que en fait, la dernière fois j'ai donné une formation pour les juniors et je pense qu'il devait être je pense peut-être 13, admettons, un chiffre comme ça. Sur les 13, il y en a 12 qui voulaient être personal trainer. Et une personne qui venait vraiment pour les cours collectifs.
Donc là, c'est compliqué parce qu'ils se sentent un peu forcés, ils n'ont pas forcément envie. Il faut trouver une astuce pour leur dire que les cours co, en fait, c'est génial. En fait, dans un fitness, ça apporte de la dynamique, ça apporte de la vie, ça permet de fidéliser. Et si eux, ils ont dans l'optique de devenir personal trainer, l'expérience des cours collectifs les rendront excellents dans le personal training. Est-ce que tu as refait ton sondage à la fin de la formation ? Oui, j'ai un peu fait en cours de formation et en fin de formation, et c'est vrai que beaucoup m'ont dit mais c'est vrai que c'est cool en fait les cours co. Je dis bah oui, parce que en fait beaucoup ils ont l'image, souvent le cours collectif c'est un peu à la Véronique et Davina, le cliché quoi, l'aérobic où c'est de la danse, alors qu'ils se rendent compte qu'en fait qu'un cours collectif ça peut être aussi du cross training, ce qu'il y a de plus en plus maintenant dans les clubs en plus. Et qui peuvent vraiment en fait créer quelque chose à leur image, qui ne sont pas obligés de faire du Les Mills non plus, s'ils n'ont pas envie d'être entre guillemets limités dans leur créativité. Donc non, il y en a, j'arrive à les faire adhérer, j'arrive à leur faire comprendre que ça sera un atout de toute façon pour leur expérience en fait, pour plus tard. Parce qu'apprendre à gérer un groupe de 20 personnes, je pense que c'est très formateur. D'avoir les yeux partout, de devoir gérer un lacet détaché, tout d'un coup quelqu'un qui arrive en retard, quelqu'un qui est complètement nouveau, qui ne sait pas du tout faire les mouvements, un autre qui ne sait pas utiliser le matériel. Donc, en fait, quand tu as fait ça, après tu es un personal trainer de malade. T'es un génie. Tu as utilisé un mot tout à l'heure que j'ai bien aimé, tu as dit c'est un sniper. Oui, c'est un sniper. Tu deviens un personal trainer, mais un sniper du mouvement et de la correction. Donc, toi, à travers la formation, tu essaies de contribuer aussi un peu au fait que les cours co soient moins dénigrés et puis soient plus dynamiques et donnent envie. C'est ça. Est-ce que tu as l'impression que dans les clubs, il y a aussi un effort qui est fait pour mettre en avant ou remettre en avant les cours co et tu peux distinguer, pourquoi pas, les indépendants ou les chaînes en fonction de la distinction qui a besoin d'être faite? Je pense qu'il y a un effort qui est fait dernièrement. Ça n'a pas été le cas pendant un certain temps où en fait le discours, mais c'est souvent en lien avec certains managers de nouveau. C'est dans certains clubs, le manager il est tellement court-co que, il y croit en fait au cours collectif. Donc il va vraiment avoir une dynamique dans son discours, même à l'accueil, il va vraiment vendre le cours collectif comme vraiment un entraînement ou un plus par rapport à la salle, les machines de muscu. Et dans d'autres clubs, en fait, ils ont tellement zéro connaissance du cours co. Je sais pas, par exemple, dans leur vie, ils ont fait que du bodybuilding, et puis, je sais pas, je fais le cliché de nouveau, hein, mais ou alors c'était des vendeurs quelque part, hein, peu importe où, mais donc du coup le cours co, ils le dénigrent un peu, ou c'est tellement pas leur domaine ou ils s'y intéressent pas que on découle derrière des comportements ou un discours qui n'est pas forcément positif. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'avantage de faire du cours co aussi pour un coach pour sa carrière. C'est quoi l'avantage pour un club, à ton avis, d'avoir des cours co et des bons cours co? Ça attire du monde. On a beau dire, hein, mais il y a beaucoup de personnes, même des adhérents encore aujourd'hui, qui me disent mais s'il n'y a plus de cours collectifs ou s'il n'y a plus ce cours-là, moi j'arrête en fait. En soi, les gens n'ont pas besoin de machines pour faire des squats ou des poids. Ils ont leur poids de corps, ils peuvent toujours prendre des bouteilles ou j'en sais rien, ils peuvent s'entraîner dehors, tout seul, dans une salle de fitness. Ça va un moment, mais en fait, dans le cours collectif, l'instructeur, quand il est bon, il arrive à créer une atmosphère, il arrive à toucher les gens émotionnellement. Il arrive en fait à les fidéliser et à leur dire, à leur donner envie à ces gens de ramener du monde, de ramener leurs amis, de ramener leur famille pour venir suivre le cours. Ça veut dire qu'au final, c'est un outil aussi commercial. Oui, clairement. Et est-ce que, comme tu le disais, ça c'est vraiment laissé à la bonne volonté du manager qui est en place? Il n'y a pas forcément de politique de groupe ou de grandes campagnes qui sont lancées pour ça? Je pense qu'il doit y avoir une politique. Après, je ne l'ai peut-être pas toujours flagrante suivant où.
tout simplement. Et c'est vrai que certains managers s'investissent davantage là-dedans. Ils font en sorte qu'il y ait du bon matériel, que la salle soit bien rangée, bien aménagée. Des fois, c'est des petits détails. Ils font des sondages auprès de la clientèle pour savoir quel créneau pourrait être intéressant pour eux. Il y en a, ils mettent en place des cours qui n'ont jamais été mis en place auparavant. La politique des chaînes, mais même des indépendants, c'est de refaire on va dire trimestriellement ou semestriellement des événements où on fait une journée ou une demi-journée de cours collectifs avec des nouvelles chorégraphies. Donc ça met en avant. Il y a quand même cette dynamique-là, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est quand même... Ça dépend des clubs et des managers. On avait dit... Pardon. On avait dit justement notre objectif c'est de soulever les problèmes mais c'est aussi de proposer des solutions. Si on parle de l'avenir et de ce que tu aimerais idéalement pour ton métier duquel tu es passionné et que tu exerces depuis longtemps et beaucoup en plus, donc ça c'est déjà assez admirable. Si on devait parler de l'avenir et de ce dont tu rêves justement, que ce soit, on a parlé de plein de sujets mais commence par le premier qui te vient en tête et puis je structurerai après si besoin sur d'autres. Peut-être que notre métier soit un peu plus protégé et valorisé. Tu veux dire par rapport à justement aux conditions de travail, aux conditions des coachs? Oui. Ok. Oui, notamment parce que que les clubs se disent mais j'ai pas de prof sur ça, sur tel ou tel cours, je trouve personne. En fait, il faut peut-être qu'ils se remettent en question aussi sur comment ils les paient et comment ils les mettent en avant, ils les valorisent. Enfin, comment ils les traitent aussi. Je dis pas, de nouveau, je ne fais pas de généralité parce qu'il y a des clubs avec lesquels ça se passe super bien, il n'y a vraiment aucun souci. Mais c'est de mon observation et aussi de ce que j'ai pu avoir de temps en temps ou vivre. Et je me dis, mais en fait, faut pas vous étonner au final. Parce que prendre quelqu'un quand ça arrange, le jeter quand on n'en a plus besoin, parce qu'en termes financiers, c'est plus intéressant de mettre quelqu'un d'autre. Ça va une fois, ça va deux fois, mais après, ça va plus trop, quoi. Donc, c'est bien d'avoir un côté, le côté polyvalent et à double tranchant, parce que pendant longtemps, on n'a pas fait ça. Il y avait des instructeurs qui avaient d'autres métiers, qui faisaient que des cours co encore en plus. Il y avait ceux qui étaient bons sur le plateau, ils faisaient ça, ils faisaient un peu d'accueil, ou ceux qui étaient très bons vendeurs, ils faisaient que de l'accueil. Et c'est vrai que là, il y a une refonte qui n'est pas forcément négative, mais qui peut être dangereuse parce qu'on tombe dans l'excès de se dire « mais c'est plus avantageux financièrement ». Donc de nouveau, oui, ça reste des businessmen dans les clubs. Donc ils vont chercher là où ils peuvent avoir le plus de profit et d'argent qui rentre sans que ça ressorte trop, en fait, l'argent. Mais il faut quand même faire attention d'être respectueux et un peu humain, en fait. Qu'est-ce que tu réponds aux directeurs et directrices, parce qu'il y a aussi des femmes de clubs qui vont dire que les profs et les coachs au final ont des égos un petit peu trop surdimensionnés, juste comme des starlettes dans les clubs. Tu l'as déjà entendu? Oui, ils ont raison. Oui, il y en a. Mais il n'y a pas que des personnes qui ont des égos surdimensionnés. Après, c'est un peu le propre de ce milieu-là, c'est que le fitness, il y a beaucoup de problèmes d'ego. Mais il n'y a pas que dans le fitness, mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur le paraître, on est beaucoup sur la démonstration, sur le fait de faire le show, mais il n'y a pas que des gens comme ça. Est-ce que tu penses qu'on peut donner justement alors pas des généralités, mais des grandes lignes sur ce qui pourrait être fait, ou est-ce que justement à chaque fois c'est du cas par cas et du coup ça ne permet pas de professionnaliser le secteur comme on l'aimerait? Ouais, c'est vraiment ce côté cas par cas. Peut-être que s'il y avait, je le disais avant, il y a le côté syndicat, s'il y avait quelque chose de plus structuré, légalisé, ou ce serait, de nouveau en termes de salaire, en termes de conditions de travail aussi, parce que quand tu sais qu'il y en a, ils enchaînent 10 heures d'affilée, ils ont une pause en catimini dans une mini-salle ou dans la buanderie ou dans un réduit pour vite manger un truc parce qu'ils n'ont pas le droit de manger à la réception. Tu te dis, il y a quand même des problèmes, quoi.
c'est pas normal. Ça serait dans une entreprise, ce serait mais pas possible. La personne, elle irait directement aux ressources humaines pour dire non mais là, on me fait du mobbing ou on me surexploite ou des choses comme ça. C'est un métier où on travaille énormément et à la fois sur place, sur site, mais avant aussi. Il y a beaucoup de déplacements, souvent. Quand je vois certains apprentis qui viennent de Bienne et puis qui viennent bosser sur Lausanne, des fois tu te dis, mais c'est un peu... Vous n'avez pas trouvé d'autres solutions. Vraiment d'être plus dans l'humain et que ce soit un peu plus protocolé. Structuré. C'est vrai que c'est la première chose qu'on avait notée, si je dois revenir un petit peu aux catégories pour l'avenir. Tu m'avais dit le mot syndicat qui est un mot très fort, oui. Mais qui en même temps révèle aussi ce que tu ressens par rapport à ça, que vous avez besoin d'être porté par une voie commune vers une structuration et une professionnalisation aussi des règles et des différents critères. De l'autre côté, justement, si on parle de vis-à-vis des clients, comment les cours co sont perçus, etc., au niveau du modèle des salles et de comment les cours co sont vendus, il me semble qu'on en avait discuté aussi quand on avait préparé cet entretien. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont valorisés au moment de la vente de l'abonnement ou est-ce que pas vraiment ? Franchement, j'en ai aucune idée. Et je pense de nouveau que ça va beaucoup dépendre de la personne qui est à l'accueil qui fait la vente de l'abonnement. Si c'est une personne qui fait du cours co, elle va vendre du cours co. Si c'est une personne qui ne fait pas de cours co, qui fait que du plateau, elle va pas forcément vendre le cours co. Ou alors elle va brièvement en parler mais avec peu de passion, si je puis dire. Et si tu veux de nouveau faire en sorte que ça interpelle la personne quand tu fais la vente, il faut y mettre de l'âme en fait. Il faut vraiment y croire. La personne elle va y croire du coup. Si tu lui dis il y a un cours là, il est vraiment top, vu en plus les objectifs que tu veux atteindre, je te conseille vraiment d'aller le suivre 1 fois ou 2 fois par semaine. En fait, il faudrait avoir une prise en charge dès le départ de la personne, se dire ok. Et ça c'est plus justement le rôle de celui qui va s'occuper de faire les programmes en salle de muscu. De dire ok, ton objectif c'est celui-là ou celui-là. Ok, moi je te fais un programme, tu vas venir le faire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et je te propose vraiment de venir compléter avec ce cours collectif-là et celui-là, si tu peux. Et après tu gères en fonction de l'emploi du temps que tu as. Mais vraiment faire en sorte que les deux travaillent ensemble et pas l'un contre l'autre. Ça, c'est quelque chose que tu observes, que la partie muscu se retrouve parfois contre la partie cours co. Ça arrive. Ou pas contre, mais un peu délaissé. Ok. Genre on n'y pense pas. Ah ouais, c'est vrai, il y a des cours co. Pourquoi, à ton avis ? Franchement, j'ai aucune idée. Je pense que ça dépend de l'expérience de la personne en question, de celle qui en parle. Est-ce qu'elle en a suivi ? Est-ce qu'elle aime ça ? Il suffit qu'elle aime pas, elle va pas forcément en parler. Alors que dans une entreprise, tu essayes vraiment de vendre tous les services du mieux que tu peux. D'en parler au moins et d'essayer d'être positif sur chaque service. Alors je dis pas qu'ils le font pas. De nouveau, je pense que c'est d'un club à l'autre où ça peut être un peu... Ils sont très forts dans certains clubs pour vendre des cours et dans d'autres clubs, ils sont un peu moins bons. J'en profite pour sauter sur un sujet que j'aborde presque pas, mais t'es la première femme à venir dans mon podcast. Je pose assez peu cette question parce que pour moi, ça n'a jamais été un sujet d'être une femme dans l'entrepreneuriat. Je me suis toujours posé des questions d'entrepreneuse, mais qu'un entrepreneur pourrait se poser. Et je me suis jamais demandé si c'était différent pour moi d'être une femme. Mais je te la pose quand même. On dit beaucoup ils, les managers, les vendeurs, et c'est vrai que c'est souvent des hommes. Comment toi tu te sens par rapport à ça ? Est-ce qu'être une femme c'est différent ? Est-ce que tu sens un certain équilibre ou déséquilibre vis-à-vis des hommes dans le milieu ou pas du tout ? Je sens pas forcément. Alors peut-être que j'ai appris à faire avec. Après dans les cours collectifs, il y a une grosse différence. C'est impressionnant. T'es un mec, t'es un peu beau gosse. T'as plein de monde, même si t'es mauvais. Ok. T'es une femme, oh là là, des fois c'est compliqué. Alors que tu peux être très 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 douée. Et oui, il y a quand même encore un peu cette différence. Après, il y a des discours de certaines personnes qui sont managers ou instructeurs qui peuvent être dénigrants en fait envers les femmes. Il y a ce rapport de force homme-femme que j'ai pu entendre. Alors j'ai jamais subi moi, mais j'ai entendu certaines choses. Et ça c'est quelque chose qui me met en colère assez facilement. Comme quoi, par exemple, est-ce que tu as une anecdote, sans donner de nom, bien sûr ? Ah bah oui, je vais pas donner de nom, parce que sinon je me fais virer direct. Non.
Donc on ne dira pas pour qui tu travailles. C'est ça, non. Je travaille pour plein de monde, donc en même temps, je peux créer la confusion. Non, simplement des mots déplacés, genre un manager qui peut parler d'une personne en disant elle est bonne celle-ci, je me la ferai bien, ou voilà. Dire ça à un client ou à quelqu'un dans l'équipe? À une personne du staff. Ok. Ah oui, bon, heureusement que c'est pas un client, mais bon, je pense que certains n'auraient pas de limite. Ils se gêneraient pas trop pour en parler ouvertement comme ça. Tu connais des femmes managers de club? J'en connais, ouais, quelques-unes. Ok. La proportion? Oh, ouais, la majorité, c'est des hommes. Ok. Clairement. Et est-ce que tu connais des femmes instructeurs ou employées à temps plein, parce qu'en général c'est par là qu'on devient manager, qui souhaitent devenir manager, qui auraient voulu l'être et pour qui ça marche pas et où bon, elles se disent peut-être si j'avais été un homme ça aurait été plus facile? Comme ça, non, je sais pas. Moi, on me l'a proposé. Ok. J'ai refusé. Ok. Pourquoi toi t'as refusé? Peut-être que j'ai peur de la responsabilité, ou en fait j'ai tellement envie de toujours bien faire que j'aurais peut-être peur de l'échec, ou je suis tellement gentille, ou j'ai tellement de difficultés à dire non, j'aurais peur de me faire bouffer par mon équipe en fait. Peut-être. Je sais pas. Après, je pense que je pourrais être une bonne manager. Parce que j'ai un leadership naturel, mais en même temps, je suis très humaine, donc il y a des choses que je peux comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, j'arriverai davantage à être une bonne manager parce que j'arriverai à poser des limites. À l'époque où on m'a proposé, je savais très bien que ça serait compliqué. Je pense que j'aurais été un bourreau de travail, à remplacer dès qu'il y en a un qui est pas bien. Enfin bref. Maintenant, j'arriverai davantage, je pense. Pour ceux qui nous écoutent, Anaïs est prête à être manager. N'hésitez pas à lui reproposer. Ok, j'en viens du coup à la question d'après où on a abordé beaucoup le personal training. Souvent et de plus en plus vers l'avenir, le personal training devient le Graal, celui que tous les jeunes coachs veulent faire. Et aussi le métier qui est la seule porte finalement pour améliorer le salaire d'un coach. Ça, qu'est-ce que t'en penses toi? Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de se dire il faut que je fasse des... Je le fais moi-même, hein. Attention. Hein. Donc j'en suis réduite à être dans ce cas de figure. Mais aussi pour des questions personnelles dans le sens où mon physique, à un moment donné, mon corps, il va me lâcher. Donc, c'est se dire, bon, c'est cool de donner des cours, mais diminuer un peu pour pouvoir un peu t'épargner. Mais c'est vrai que je trouve ça triste d'en arriver à se dire, il faut que je fasse du personal training pour pouvoir, en fait, payer mes factures à la fin du mois. Et pas faire des heures et des heures de cours. Après, c'est des choix personnels. Peut-être que certains, ils vont avoir le poil qui va se hérisser en m'entendant. Et pourraient se dire, mais t'as qu'à prendre un fixe quelque part, au moins tu sais que t'as un salaire. Ben oui, mais je suis pas en accord avec certaines choses et mes valeurs ne s'alignent pas avec ce qu'on pourrait me demander de faire sur du fixe, en fait, tout simplement. Donc, ouais, je trouve dommage. Je trouve dommage qu'on en arrive là. La solution du coup pour toi, ce serait quoi? Pour que des coachs qui ne veulent pas forcément faire du personal training puissent quand même bien vivre de leur métier? Bah ça, on revient toujours un peu à la même chose, c'est d'être valorisé, que financièrement, en termes de salaire, il y ait quelque chose de beaucoup plus structuré, contrôlé, échelonné. Déjà, ça aiderait beaucoup. Parce que là aussi, on se dit, oui, il y a beaucoup de turnover dans ce métier-là. Les cours collectifs, les profs de cours co, ils ne durent pas. Moi, 18 ans que je fais du cours co, je suis un extraterrestre, je pense. Parce qu'en général, au bout de 5 ans, ils arrêtent. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils s'épuisent. Ils aiment faire ça, mais moralement, émotionnellement, ils sont pas forcément valorisés. Et puis ils savent qu'au bout de 5 ans, de toute façon, leur salaire ne changera pas. Alors que si tu sais qu'ils valorisent quelque chose au sein des clubs, même un truc tout simple, tu ne payes pas un stagiaire ou un apprenti sur une heure, que tu payes une personne qui est juste formée ou une personne qui a fait un module avancé. Là, je parle des cours Les Smiths, mais c'est pareil. Enfin, plus tu as d'expérience, et logiquement, plus tu devrais être payé. Merci pour ce magnifique résumé. J'ai noté pendant tout le podcast les minutes pour notre teaser et pour relever les choses les plus importantes. Et en fait, sur les 2 dernières minutes, tu m'as résumé tout le podcast. Ah bah, tu vois, c'est magnifique. Merci Anaïs. Avec grand plaisir.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Est-ce que tu veux parler de quelque chose? En général, je pose la question, qu'est-ce qui manque dans le domaine? Tu as peut-être l'impression d'y avoir déjà répondu, mais si tu as quelque chose à rajouter ou à dire, c'est maintenant. C'est it's now or never. Exactement. Non, j'ai déjà tout dit en fait. Pour que ce métier, il faut plus de sécurité, plus de valorisation et de protection. Parce que même, là on a parlé un peu de tout, mais même en personal training, combien de coachent sans être diplômés et que personne ne dit rien parce qu'on ne peut rien dire en fait. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de loi non plus sur le diplôme en Suisse. Exactement. En Europe encore, dans certains pays, il y a des lois, des diplômes d'État, etc. En Suisse, ça n'existe pas encore. Donc la base, elle est là. Déjà. Entendez-nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup Anaïs. Avec Bravo plaisir. pour ton parcours. Merci Beaucoup d'être venue le partager avec nous. Et puis pour tous ceux qui veulent écouter cet épisode, ça se passe sur la chaîne Radio Vestiaire, disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Il y aura tous les liens sur notre Instagram Find Sport. Et on aura aussi tagué bien sûr Anaïs avec sa page aussi thérapeute. Donc n'hésitez pas à la contacter si son activité vous intéresse. Merci beaucoup, à bientôt.